France Insoumise est beaucoup plus dépendante de Jean-Luc Mélenchon que Jean-Luc Mélenchon ne l'est de la France Insoumise. C'est absolument évident. Lui-même, dans un entretien qu'il avait accordé au journal Le 1 en 2018, se définissait comme la clé de voûte de la France Insoumise. Alors moi, je ne suis pas architecte, mais il me semble, si j'ai bien compris, que quand on retire la clé de voûte, ça s'effondre. Ça s'effondre. Et de fait, je pense que oui, si la France Insoumise a obtenu un résultat bien plus élevé à la présidentielle de 2017 qu'aux européennes de 2019 ou municipales et aux régionales qui ont suivi, c'est parce que en fait, les gens se sont ralliés davantage que sur le programme, qui était pourtant le programme le plus fourni, le plus épais des 11 candidats, qui était le fruit d'un véritable travail. Ils se sont fondés quand même, malgré tout, sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui a agrégé autour de son nom. Ça, c'est pour parler des électeurs. Et quand on met son nez un petit peu dans la boîte noire insoumise pour essayer de comprendre comment fonctionne ce mouvement, oui, on s'aperçoit que, pour le dire très vite, cette forme mouvement qui prétend dépasser la femme partie parce que celle-ci serait obsolète, embrigaderait les individualités, endoctrinerait, etc. Mais en fait, cette forme mouvement, elle est peut-être même en régression par rapport à la démocratie intrapartisane. Je veux dire, tout tourne autour, moi j'appelle ça la société de cours. Ça tourne autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a en main toutes les prérogatives essentielles au niveau stratégique, au niveau économique, au niveau de la visibilité. Donc, oui, si votre question vise à me faire dire que voilà, c'est une espèce de pyramide qui repose sur sa pointe, ça c'est évident. Après, ce qu'il y a, c'est que malgré tout, la pyramide, elle existe quand même, et je trouvais dommage de s'en tenir à la personne de Jean-Luc Mélenchon. Bon, d'abord parce qu'il existe déjà facilement une dizaine d'ouvrages qui essayent de décrypter. Est-ce que c'est un apprenti dictateur ou un démocrate radical? Est-ce que c'est un vieux manipulateur ou un stratège extrêmement fin? Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Enfin voilà, qui sonde un peu les tréfonds de son âme. Parfois c'est intéressant, d'autres fois moins. Mais voilà, je trouve qu'une fois qu'on a dit tout ce que je viens de dire, on peut quand même constater qu'il y a environ, c'est difficile à évaluer, mais il y a plus de 500 000 personnes qui ont cliqué pour soutenir sa campagne en 2017. J'estime qu'il y a environ une centaine de milliers de personnes qui, quand même, pendant plusieurs mois, ont milité sur le terrain pour cette candidature. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique en France qui réunit 100 000 militants, je parle de militants, des gens qui participent à des réunions, des actions locales, pas des adhérents. Eh ben, on se dit quand même, il a réussi, même si ça a été bref, même si ça a été juste le temps d'une campagne présidentielle, il a réussi à faire revenir au militantisme un certain nombre de personnes. Et ces gens, du coup, méritent qu'on s'intéresse à eux pour essayer de comprendre d'où ils viennent, quelles sont leurs trajectoires, quelles sont leurs visions du monde, quelles sont leurs activités militantes. Je rebondis là-dessus. Vous parlez des ambivalences du charisme mélenchonien. Ça m'a intéressé parce que pour vous, c'est un charisme, enfin vous êtes assez nuancé dans ce passage, et vous dites, voilà, c'est un charisme qui peut être carrément émancipateur, mais il a aussi sa part d'arbitraire, il peut même provoquer un désarroi assez profond. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Oui, alors juste pourquoi est-ce que ce charisme peut susciter de l'arbitraire? Je reprends juste une vieille idée de Max Weber. Vous savez, il y a 3 types de pouvoirs. Il y a le pouvoir rationnel légal, début du XXe siècle. Le pouvoir traditionnel qui s'hérite, et puis il y a le 3e pouvoir, le pouvoir charismatique. Et effectivement, le pouvoir charismatique, par définition, il repose sur les performances du leader, et donc en fait, il s'affranchit de règles. Ça, c'est le point important. Et du coup, ça permet effectivement la fascination, ça permet aussi du coup une forme de... Le terme de manipulation est trop important, mais voilà, il y a une emprise, une influence effectivement du leader sur ses troupes qui est quand même importante. Mais je pense que on peut pas s'en tenir à cet aspect-là du tableau, parce qu'en même temps, moi, à travers notamment les entretiens que j'ai pu réaliser avec tout un tas de militants, on se rend compte qu'il y a une forme de... Ouais, c'est pas une identification à la figure du leader, c'est un peu moins fort que ça, mais il y a une forme d'affinité qui existe, une forme de résonance entre ce que j'ai vécu, moi, militant ou militante insoumise, ce que je connais, ce que je pense, et ce que dit, ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Parfois même des gens qui me racontent en fait une relation forte à Jean-Luc Mélenchon, alors même qu'en personne, ils l'ont jamais côtoyé, peut-être vu de loin, mais pas plus que ça. Et si vous voulez, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres expériences populistes. On parlait notamment de l'Amérique latine, des années 30, des années 40. On a d'autres grands leaders comme ça qui ont pu avoir cet effet de
peut-être de débloquer des choses chez les militants, de les pousser vers l'action, ne serait-ce que transmettre des formes d'affect qui poussent à se mobiliser. Et ça, oui, c'est des choses que j'ai observées dans les entretiens. Arthur, est-ce qu'on peut revenir sur cette question justement du charisme, parce qu'on parlait tout à l'heure des batailles de définition qu'il y avait autour du populisme. Est-ce que cet élément-là, d'ailleurs, vous ne l'avez pas cité, quand vous m'avez cité les 3 piliers du populisme, vous n'avez pas cité cet élément du leadership charismatique qui est mis en avant par beaucoup de chercheurs, pourtant. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements historiques qui ont été étiquetés populistes qui n'avaient pas ce genre de leadership. Certains ont parlé de populisme à propos des Gilets jaunes où, typiquement, il n'y avait pas de leadership, en tout cas celui-ci n'était pas accepté. Donc pour vous, c'est, si j'essaye d'aller jusqu'au bout de la logique, c'est un ingrédient qui est presque périphérique, en tout cas, dont on peut se passer, quoi. Oui, tout à fait. J'irai dans ce sens-là. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Manuel sur le rôle de Mélenchon par rapport à la France insoumise. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des exemples historiques et contemporains de populisme sans la présence de ce leader charismatique. On pense au populisme nord-américain et russe de la fin du 19e siècle. On peut penser aux Gilets jaunes actuellement, et qui pour plein d'autres raisons tombent pleinement dans la catégorie du populisme, en tout cas tel que j'ai proposé de la définir tout à l'heure. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'autres mouvements politiques aujourd'hui qu'il est difficile de qualifier de populistes, qui présentent la même caractéristique d'une grande dépendance au leader. La clé de voûte... de la République en marche, il s'appelle Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. Et cette relation de dépendance inversée entre la machine partisane et le leader politique, on voit cela apparaître non seulement dans des nouvelles formations politiques telles que la France Insoumise, la République En Marche, mais peut-être de façon encore plus intéressante dans de vieilles formations politiques qui étaient l'archétype des structures partisanes solides. Je pense au Parti libéral belge, le contexte belge étant l'un des contextes nationaux où par excellence les partis et les structures intermédiaires résistent encore. Eh bien, il suffit de voir la manière dont Georges-Louis Boucher a essayé de court-circuiter son propre parti en instaurant une relation directe avec ses électeurs, ses followers sur les réseaux sociaux, pour voir à quel point cette transformation est beaucoup plus générale et touche des mouvements politiques bien au-delà de la sphère de ce qu'on appelle les mouvements populistes. Alors maintenant, plus spécifiquement sur le populisme et ce rapport leader-mouvement, j'ai l'impression que, c'est lié à ce que je disais précédemment, sur le fait qu'aujourd'hui le populisme privilégie des structures organisationnelles souples et légères, verticales. En fait, on peut dire... à structure faible, leader fort, qu'en fait la force et l'importance du leader dans le mouvement n'est jamais que le miroir inversé de la faible structuration de ce mouvement, et son importance est d'autant plus grande que effectivement, il incarne la clé de voûte, ce qui permet à un mouvement assez hétérogène finalement de tenir ensemble.